Bonjour à tous, bienvenue à l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes. Je suis très heureux avec le bureau de la recherche de vous accueillir ici dans l'amphithéâtre de l'école pour inaugurer ce colloque international Design social, nouvelle forme de convivialité qui s'inscrit dans un projet de recherche fort à l'école de Valenciennes, sans doute pour plusieurs années. C'est un ancrage très important pour nous, le rapport entre design et société, non seulement, mais aussi dans le territoire de Valenciennes, qui, comme vous le savez, historiquement, a des conditions qui, peut-être, requièrent qu'on s'intéresse plus particulièrement au design social. Et l'objet de ce colloque est de lancer véritablement la recherche pour nous en design social, autant de réfléchir à cette question que de commencer à développer des pratiques, à réfléchir sur elles, à mener des partenariats, à entrer dans des réseaux, à poser vraiment le problème du design social. Je tiens tout d'abord à remercier nos différents partenaires qui ont soutenu ce projet de recherche, et notamment le colloque, le ministère de la Culture, la région Nord-Pas-de-Calais, la ville de Valenciennes, l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, et bien sûr l'Université de Valenciennes et du Haut-Cambrésis. Quelques mots sur le programme. Nous l'avons construit sur 2 jours. Les 2 journées sont divisées respectivement selon les 2 grands axes dont je dirai quelques mots brefs, et ensuite je passerai la parole à Patrick Bosset et à Ken Rabin qui pourront compléter ce que je dirai à ce sujet. On a voulu réaliser un programme qui soit équilibré entre théoriciens et praticiens, avec également la présence d'institutionnels qui nous paraissent tout à fait intéressants et importants, parce qu'ils sont aussi les commanditaires souvent principaux des actions de design social, puisque l'innovation sociale, les politiques publiques en faveur d'un changement du cadre de vie, des modes de vie et des conditions de vie, est bien souvent pilotée par l'État ou des institutions territoriales, et ce sont des interlocuteurs, à mon avis, très importants pour comprendre quelle est la situation du design social et du designer relativement à cette problématique. Pour l'introduction, donc, je dirais quelques mots sur les enjeux du colloque et quelques mots rapides sur le rapport entre design et convivialité, puisque l'important c'est de laisser la parole aux intervenants, évidemment. L'objet de ce colloque, comme vous l'avez évidemment compris, est d'interroger d'abord les pratiques émergentes de design qui cherchent à inventer une société conviviale pour répondre aux effets de la crise mondiale. Depuis quelques années, et partout dans le monde, se développe en effet un design résolument social, qui ne s'appelle pas forcément design social, parfois il s'appelle design humanitaire, parfois il s'appelle design pour tous, et qui constitue relativement une grande force de présence et d'intervention un peu partout dans le monde, et qui propose des alternatives aux systèmes de production et de consommation de masse, notamment à travers des projets de partage des savoirs, de mutualisation des outils, de réciprocité des échanges et des services, de transformation de l'espace public et de l'action commune. Si la vocation sociale du design n'est pas nouvelle, on pourrait même dire que le design est nécessairement social puisqu'il intervient directement dans la société. Il n'empêche que l'accent mis sur le social indique une vocation qui aurait une sorte de déplacement dans l'intervention de la société et qui s'occuperait d'un domaine spécifique. Alors parfois, on dit que le design social s'occupe de domaines de type humanitaire, qui s'intéressent à la pauvreté, à la maladie, à la précarité, mais est-ce qu'on peut le réduire à ces dimensions-là? C'est l'un des enjeux de ce colloque, à mon avis, de définir le territoire du design social, les modes de pratique et les rôles des différents designers dans ce rapport-là. Mais si on s'approche plus de la question sociale à proprement parler, il est vrai que le design, au cours de son histoire, peut-être dès William Morris et plus près de nous, chez Victor Papanek, par exemple, dans les années 1970, aussi bien dans le design aux États-Unis qu'en Italie, la question de transformer le social par d'autres voies que par le rapport à l'État, en intervenant directement dans les pratiques et les cadres de vie, est peut-être l'enjeu caractéristique du design social. L'influence de la contre-culture américaine, de la critique post-marxiste et surtout des mouvements sociaux et participatifs issus de la révolution numérique donne toute sa dimension au design qui cherche davantage aujourd'hui à faire peut-être du social un matériau
plutôt qu'un résultat volontaire ou involontaire de son action, un matériau d'expérimentation et une force de transformation. Il s'agit alors d'ouvrir l'ensemble du processus de design, de la conception à la production, de l'utilisation au recyclage, à l'implication directe des individus, qui ne sont plus seulement des techniciens, des fournisseurs, des investisseurs, des commanditaires et des usagers, mais des citoyens créateurs de leur milieu de vie et d'existence. Centrée sur le partage, la participation et l'autonomie, cette pratique du design à vocation sociale remet donc en question non seulement ses propres finalités, mais aussi toutes les dimensions de l'activité du designer. Son métier, ses outils, ses partenaires, ses méthodes, son espace et son temps d'intervention. Il en résulte à la fois une relativisation et une extension du design. Déjà, Victor Papanek disait que le design, au fond, c'est l'ensemble de l'activité humaine, et le designer, dans sa responsabilité sociale, a tous les champs d'intervention possibles. Et il n'est pas peut-être le seul acteur qui aurait un effet sur cette situation. Donc, relativisation et extension du design, à tel point qu'il semble nécessaire de le repenser comme pratique constructive, comme méthodologie de création, comme horizon de sens pour la société. Deux axes ont été privilégiés pour essayer d'éclairer cette question du design social. Un premier axe qu'on a intitulé « Mutation sociétale, espace en transformation », qui concerne plus précisément le rapport entre design et espace, selon trois dimensions. Une dimension économique, notamment dans la relation à l'économie sociale et solidaire, qui est de plus en plus importante aujourd'hui, sur les thèmes de la décroissance, du slow, etc., des systèmes d'échange gratuits ou semi-gratuits, la question du territoire à proprement parler, des espaces en transformation, la reconsidération des espaces publics, du rapport entre espace privé et espace public, enfin une dimension utopique à laquelle je tiens particulièrement, c'est-à-dire le design social comme vecteur d'un nouvel imaginaire social qui pourrait reposer sur d'autres statuts, d'autres critères, d'autres orientations. Un deuxième axe qui s'intitule « Mode de production, nouvelle sociabilité » qui, lui, se concentre sur les nouveaux modes de production centrés sur l'autonomie, sur le partage, sur l'expérimentation, donc aussi bien sur l'autonomie de l'usager que sur l'expérimentation du design avec d'autres modes que le mode industriel, qui peuvent être aussi le mode artisanal et qui revalorisent certaines formes de production qui jusqu'à présent étaient peut-être plus marginalisées dans le design. Et enfin, trois autres dimensions, les usages, à travers la question du recyclage, par exemple, de la réparation, du détournement, du partage des savoir-faire. Au niveau technologique, celui de la co-conception, par exemple, celui de l'open source, bref, beaucoup de thèmes sont convoqués à cet égard. Et enfin, un niveau épistémologique auquel, philosophiquement, je tiens aussi particulièrement, c'est la reconsidération des modes de production, de diffusion et de transmission du savoir, notamment avec l'avènement du Web 2.0. Et le design social peut être aussi un design social du savoir. Et ça me paraît particulièrement intéressant et important, surtout vu l'état de l'université aujourd'hui, ou en tout cas l'université comme mode de production du savoir. Donc je terminerai cette petite introduction, avant de passer la parole à Ken Rabin puis à Patrick Bosset, en disant une petite chose sur la convivialité. Si à l'origine ce terme, dans le rapport au design social, nous est venu du travail d'Ivan Illich, qui est tout à fait contemporain d'ailleurs de celui de Papanek, il me semble important, pour qu'il prenne toute sa mesure, d'être replacé dans toute l'histoire de la convivialité que je fais remonter à l'isonomia et à la koinonia des Grecs, à la philia d'Aristote, c'est-à-dire aux conditions de constitution de la communauté et du sens qu'il y a d'être ensemble. Il faut traverser aussi toute la période chrétienne avec la question de l'agapé, avec la question de la caritas, de la charité. Il faut traverser ensuite l'époque moderne, celle des Lumières, avec le rapport entre convivialité et hospitalité, notamment avec le vœu radical de Kant sur ce qu'il appelle l'hospitalité universelle. Est-ce que le design social a vocation à créer les conditions d'une hospitalité universelle ? Ça peut être une question fondamentale à mon avis.
Et enfin, passer plus récemment à travers l'ensemble des questions qui sont posées par l'apparition du web et surtout du web 2.0, c'est-à-dire de la perte de participation que produit l'apparition de ces systèmes relationnels qui sont des sociotechnologies qui sont déterminées par des industriels, qui font de l'industrie de la relation et qui, au fond, transforment les relations sociales en une injonction à la performance sociale. Alors, est-ce que le design social encourage la performance sociale? Qu'est-ce que ça peut signifier? Est-ce que c'est encore un horizon de sens pour la communauté? C'est l'une des questions qui me semble fondamentale sur la question de la convivialité, si la convivialité est un concept consistant qui soit interrogé à travers cette histoire et ces différentes dimensions. On pourrait parler du don, de la réciprocité, enfin bref, c'est un concept très riche qui reste encore largement à travailler, à critiquer et à élaborer. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous remercier d'être là, pour remercier Ludovic Duhem de son introduction à ce sujet qui est un sujet impossible à saisir pour le moment. Ça n'a pas de définition concise. Donc une partie de ce qu'on essaie de faire pendant ces 2 jours, c'est d'apporter les éléments qui nous permettent de cerner où ça se situe, peut-être. Le design social, la diversité de pratiques. Et il me semble plus particulièrement intéressant dans les quelques minutes qui nous sont accordées ce matin de proposer un début de repérage, c'est-à-dire pour les questions de l'espace aujourd'hui, pour moi c'est une question, c'est-à-dire si on devait proposer un canon du design social, on choisirait quels objets. Voilà, j'aimerais laisser la question très ouverte, j'aimerais avoir des réponses de la salle, pas directement, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir un retour. Donc c'est une question très ouverte. Je vous propose quelques images et quelques références qui me semblent particulièrement intéressantes dans ce domaine. Donc on commence comme ça avec une vingtaine d'objets, plutôt récents, donc, sauf au début. Donc je situe le Wainwright Building de Louis Sullivan. Il me semble peut-être un peu improbable de parler du design social autour de ce bâtiment, qui est considéré un des premiers gratte-ciel. Mais il faut comprendre que quand on change les conditions de vie et de travail par l'espace, on change radicalement l'espace urbain et radicalement la pratique sociale. Donc il me semble que le Wainwright Building est un phénomène exceptionnel dans l'histoire de l'humanité et surtout dans la définition de nos pratiques de vie et de travail dans le XXe siècle, et bien sûr le XXIe. Donc, on peut reculer un tout petit peu pour voir un objet qui est assez proche. Les étudiants qui sont ici dans la salle connaissent probablement la plupart de ces objets que nous avons vus et côtoyés ensemble, mais je pense que c'est intéressant de regarder et de situer la famille Stère de Guise comme un objet d'importance dans la définition de ce qui pourrait être donc un territoire de design social. C'est bien sûr une tentative de situer le rapport de l'espace de vie et de l'espace de travail dans une même zone physique déterminée. Donc je vais aller très vite, on n'a pas le temps de théoriser en profondeur. Encore, pour moi, il semble intéressant simplement de poser les jalons de ce qui pourrait être ce champ d'études. Donc il y a les grands airs de Marcel Lotz, qui est un premier grand ensemble, c'est le modèle des grands ensembles français. Donc c'est une manière de vivre ensemble, inventée à travers des modèles de l'espace classique, donc le grand axe des jardins classiques, et une manière d'imposer sur une population immense. Il faut comprendre que aujourd'hui ça représente encore 20% du logement en France. Donc quand il s'agit donc des conditions sociales de vie, de travail et de l'espace urbain, les grands ensembles représentent un jalon extrêmement important. Au même titre, j'aimerais situer, bien sûr, je vais démontrer mon affection pour la culture américaine par ce magnifique coffee shop. Le rapport entre la voiture, la rue et la consommation est quand même une chose qui est très pertinente, très évidente dans la deuxième partie du XXe siècle aux États-Unis, et c'est un modèle qui s'exporte partout dans le monde. Nous avons parlé il n'y a pas très longtemps avec les étudiants en premier cycle
autour du question de cette road trip, cet étrange road trip de Ken Kesey et ses Merry Pranksters qui va créer la culture psychédélique aux États-Unis. C'est dans une poignée de personnes que ça se fabrique. Ça se fabrique par la mobilité, ça se fabrique par un voyage d'initiation. Donc ces éléments sont codifiés de différentes manières dans différentes cultures, mais il me semble qu'ils sont présents aussi dans la notion du design social. Donc je retourne en arrière pour la question de l'espace d'exposition et l'espace commercial, de commerce, sur cet objet qui est pour moi le jalon inévitable du design industriel. C'est le Crystal Palace. Un deuxième espace d'exposition qui me semble intéressant, c'est l'exposition de les Parallel of Art and Life. C'est de Peter et Alison Smithson à Londres, au début des années 50. C'est un partage de l'espace donc du banal et du savant qui va préfigurer dans toute la culture pop dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. L'occupation de l'espace public par des objets participatifs nous paraît un élément incontournable des pratiques contemporaines du design social. Il est présent de très longue date. J'aime montrer ce projet de Renzo Piano qui arrive par camion dans un espace public en Italie et qui sert en tant que... C'est un objet très compact en structure métallique, arrive sur camion, déposé par mini-grue dans l'espace public. Ça se déploie en espace d'exposition et de consultation. Et on voit ici donc la fabrication d'un lieu d'échange géré par un rapport à la technique qui est la fabrique de marque de Renzo Piano. Donc il me semble que le travail en kit aussi nous propose des modèles qui sont valables jusqu'à aujourd'hui, présents dans l'œuvre de Jean Prouvé, bien sûr. Nous avons regardé aussi très récemment avec les étudiants cette notion de l'instruction comme un aspect d'une pratique sociale de l'échange culturel. Ici, dans l'œuvre de Salouit, c'est une instruction donc, à fabriquer une œuvre d'art. La notion de l'originalité connaît bien sûr des bouleversements à travers ce type de pratique. Du même ordre, la magnifique série donc, d'Ettore Sottsass, qui fabrique un ensemble d'espaces sociaux à travers donc, 2 poteaux et 2 piétements sur lesquels il va accrocher un ensemble d'éléments totalement usuels pour fabriquer des typologies ordinaires. Ici, c'est l'espace de fête familiale, ensuite il va photographier. Donc, le travail d'Enzo Mari, qui est connu par tout le monde, à travers les projets d'autofabrication, se situe dans une pratique longue et une pratique, il me semble, d'une ordre intellectuel qui est souvent sous-estimée. Donc ce travail donc, de petits cartons dépliables qui fabriquent un espace de jeu de l'enfant pour lui-même me semble aussi un jalon important pour identifier des pratiques intéressantes. Donc j'aime situer aussi la fabrication de signalétique et en général l'espace public autour des Jeux olympiques du Mexique en 1968 me paraît un moment de sommet de confluence d'acteurs et d'actions formidables autour de l'image de l'espace public et sa pratique à l'échelle planétaire. On passe des choses un peu, d'une ordre formelle aux notions de l'informe, présent donc dans l'œuvre de Frédéric Kiesler ici. C'est la notion de l'espace des intestins me semble remarquablement pertinent pour toutes nos pratiques. La révélation d'une continuité de spatialité fluide intérieure-extérieure fait partie des années 60, plus particulièrement.
dans le travail de Kissler, dans le travail ici en France, donc d'André Bloch. Nous parlons souvent donc sans embarras, j'espère, de notion de la mise en espace public du corps, parfois du corps dénudé, et la politisation du corps humain, la contribution de son propre corps à une cause identitaire ou sociale qui se révèle partie majeure des années 60 et qui, je pense qu'on va entendre les discours aujourd'hui autour de ces mêmes pratiques. Donc ici, proposé déjà dans l'espace d'art contemporain par Carolee Schneemann en début des années 60. Il y a un jalon de l'entrée de l'univers technique dans nos pratiques quotidiennes, donc dans le travail de Roger Talon ici en France, et aussi dans les objets qui sont devenus des objets très usuels. Voilà, le jeu de Pong qui connaît un nouvel essor, je crois, ces dernières années. C'est le début donc de la technique de l'écran dans la pratique familiale. Passons. Bon, on va terminer ici avec le travail de Klaus Oldenburg. Il me semble, on a discuté un tout petit peu ce matin, je ne savais pas pourquoi, mais ça me paraît important, cet univers d'autoréférencement, avec beaucoup d'ironie, de séduction publique, qui fait encore partie de nos pratiques, et peut-être le centre de nos pratiques contemporaines, de l'espace et surtout de l'art. Voilà, donc je vous sollicite, peut-être informellement aujourd'hui, mais peut-être plus formellement aux intervenants du colloque, de nous aider à constituer les jalons, les références, et ce qui pourrait être un territoire de pratique sociale, du design et pourquoi pas de pratique artistique aussi. Donc je vais procéder différemment de mes collègues, parce que je crois que je vais aussi présenter les intervenants qui, donc, dans ce volet mode de production. Je vais rappeler, bien que Ludovic les ait énoncés, je vais rappeler ce qu'on attendait de l'étude, enfin de cet axe mode de production nouvelle sociabilité. Donc pour nous, il s'attache à étudier les formes de production centrées sur l'autonomie, le partage et l'expérimentation selon les dimensions suivantes. Les usages, donc le recyclage, la réparation, le détournement, le partage de propriété, la réactivation des savoir-faire, etc. La technologie, donc la co-conception, l'open source, l'imprimante 3D, etc. Et là, je rappelle que ce colloque fait suite à une journée d'études sur les Fab Labs en décembre 2012. Donc cet aspect, c'est l'émergence de ce nouveau mode de production, de ce nouveau lieu de production, sera peu traité pendant ce colloque. Et nous verrons en fait finalement, je pense, un regard sur la technologie assez neuf et innovant, avec certains intervenants. La question épistémologique, donc la recherche contributive, la diffusion libre du savoir, l'échange de connaissances. Je crois que là, nous aurons beaucoup à faire à ce phénomène. Donc, Ludovic l'a dit, le design cherche davantage aujourd'hui à faire du social un matériau d'expérimentation et une force de transformation. Il s'agit alors d'ouvrir l'ensemble du processus de design. Donc c'est cette ouverture du processus qui va être explorée dans ce volet. J'ai perdu la feuille. Il s'agira de se poser la question et de voir comment la convivialité prend forme dans et par les pratiques du design, dans et par les modes de production que le designer induit, convoque, voire organise, conçoit ou met en œuvre lui-même. Cette attention à la prise de forme, à la manière dont cela se passe, et non pas au résultat, c'est-à-dire à la validation de la pratique par une forme de la convivialité préétablie, ouvre un droit à l'expérimentation,
aux formes inachevées et parfois à l'échec. Parce qu'au fond, y a-t-il une forme de la convivialité qui ne soit parfaite? Ou si l'on préfère sans échec? On peut se poser la question après des élections avec un tel taux d'abstention. Simplement, ce sera le moment de se demander si dans les pratiques, les manières de produire et de faire, nous distinguons quelque chose qui serait une forme nouvelle de la convivialité. Alors, nos invités d'aujourd'hui sont Aurélie Michel, docteur en art, professeur en sciences humaines appliquées au design et enseignant à l'ENSA de Nancy. Avec Aurélie Michel abordera la question du recyclage, du partage des savoirs, de l'implication active des usagers, du rôle du designer dans l'innovation sociale. Nous aurons ensuite David Hénon, designer et professeur à l'École des Beaux-Arts d'Angers. La contribution de David Hénon permettra de voir comment la pratique du designer relie les divers courants de pensée qui proposent une transformation de la société. Liens et rapprochements si difficiles à obtenir sur le plan politique. Je pense à la démarche du convivialisme qui tente ce type de rassemblement. Le projet qu'il nous montrera convoquera des enjeux relatifs à l'économie sociale et solidaire, au low-tech, au slow-tech, à l'écologie solidaire, aux eco-warriors. Il participe de la réactivation d'utopies historiques dans le sens où il s'inscrit dans la continuité des projets utopiques du type Waterworld de l'architecte biologiste Wolf Hilsberg. Il interroge particulièrement les modes de production de nos objets par le détournement de technologies issues de l'écologie, préservation des coraux, qui n'étaient pas vouées à la production d'objets consommables. Il y a peut-être lieu de penser qu'il y a peut-être là une nouvelle manière de faire politique, de faire de la politique, de réarranger les relations dans la cité. Ensuite, nous aurons Juliette Six du collectif Koshenko. Avec Juliette Six, nous nous déplacerons dans l'espace public et nous verrons comment les pratiques tissent du lien social, comment l'usager devient un citoyen actif, participatif, comment la pratique devient activisme, réappropriation de son cadre de vie, citoyen devenant expert, comment la convivialité prend forme par la pratique et l'instauration de fabriques citoyennes. Je cite le lexique employé par le collectif: fabrique de co-design, fabrique de papier peint, fabrique de potager, outils tech. Donc le collectif défend un activisme en douceur, poétique, politique et ludique. Demain après-midi, nous recevrons Philippe Boucher, chef de service prospective à la région Nord-Pas-de-Calais. Avec Philippe Boucher, nous abordons le domaine sans doute le plus connu du design social. Je veux parler du design des politiques publiques. Nous l'aborderons du point de vue des acteurs des politiques publiques. Cela devrait nous permettre également de situer le design social dans le champ économique et social, dans la perspective du développement du territoire. Enfin, nous recevons Mourad Oural, designer et dirigeant de Pongé Design. Cette fois, c'est sous l'angle du design et de l'entreprise que nous posons la question d'un design durable et soutenable. Bon colloque.